So this is one of the rare sessions. Alors, c'est une des rares sessions où je vais vous inviter à prendre vos téléphones. On va vous affiler des liens des projets dont on discute, ou aussi partager sur Tweet ce que vous avez appris ou ce que vous n'avez pas appris dans cette session. Alors, les professionnels de TI vont vous montrer le code Wi-Fi si vous voulez vous brancher. Alors, on y va. Bienvenue à cette séance sur la santé et le bien-être des adolescents. Et on me dit qu'il y a de l'eau à l'arrière aussi. Il n'y en a pas sur la table, mais à l'arrière. On nous montre l'exemple là-bas. Alors, bienvenue à cette séance. Je suis Simon Shirley, directeur adjoint des programmes internationaux par intérim à UNICEF Canada. Et je suis accompagné de Emmanuel Guidebo, conseiller technique de Vision Mondiale Canada, Dominique Colleen Cathy, conseillère en suivi et évaluation Plan international Canada, et Dominique Larochelle, conseillère principale en égalité des sexes, Aide à l'enfance Canada. Alors, pour le format, nous aimerions que ce soit plutôt informel. Je prendrai quelques minutes pour présenter au début les innovations techniques, certaines d'entre elles, comment donc améliorer la santé et le bien-être des adolescents. Mais bien sûr, l'innovation ne se limite pas à l'aspect technique. Nous voulons voir comment on peut faire de l'innovation au niveau de la programmation. Mes collègues en diront davantage sur les projets appuyés par le Canada concernant les décès, c'est-à-dire les naissances prématurées, suivi de quelques discussions pour que vous puissiez donc poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, je vous invite à réfléchir aux questions que vous aimeriez poser tout au long des présentations. Alors, veuillez entrer tout le monde. Il y a des sièges disponibles à l'avant. Donc, avec l'auditoire que nous avons aujourd'hui, compte tenu de cette conférence de cette nature, il n'y a pas vraiment à faire une longue introduction de la santé et le bien-être des adolescents. Nous avons 1,2 milliard d'adolescents environ autour du monde, de l'âge de 10 ans à 19 ans. C'est la génération la plus en santé d'adolescents que nous avons vue. Grâce en bonne partie des objectifs du millénaire, développement et les programmes contre la mortalité et les améliorations apportées concernant le sida et conditions féminines. Mais à chaque année, nous voyons 1,3 million de décès prévenables pour les adolescents. Alors, pour les adolescents, en fait, pour les adolescents, donc, l'adolescence est vue comme une période d'opportunité, alors que pour les adolescentes, c'est une période d'incertitude. Le gouvernement canadien, donc, a sa politique d'aide à l'aide internationale qui a identifié les principaux facteurs, tout comme la nutrition, entre autres. Dans les pays à revenus moyens, en fait, la nutrition, l'obésité, les soins lors de la grossesse, la violence basée sur le genre, les mariages des enfants, etc. Alors, tous ces facteurs ont une incidence sur la santé et le bien-être des adolescents. Par exemple, le VIH. 2,1 million d'adolescents qui vivent avec le VIH. Et le groupe, en fait, d'âge, profil démographique, c'est le seul groupe où il y a une augmentation de VIH dans le monde. Alors, comme on a mentionné dans la plénière, le statu quo n'est pas suffisant. Il faut mieux faire. Le statu quo ne sera pas suffisant pour atteindre les ODD, ni pour combler la lacune de financement qui existe pour rejoindre les ODD. Et le statu quo n'est pas suffisant sur la façon d'avoir une meilleure programmation pour rejoindre les adolescents et les gens. Donc, il faut vraiment innover. Et comme Peter disait, c'est bien que de voir l'innovation institutionnalisée dans
réponse du gouvernement pour ce qui est du développement. Mais il ne s'agit pas seulement d'innovation technique, il s'agit de savoir comment on peut faire différemment pour avoir de meilleurs résultats pour un plus grand nombre de femmes et d'enfants et plus rapidement. Alors, quelques-unes des innovations auxquelles nous songeons pour penser de façon novatrice, donc se démarquer de la façon traditionnelle d'opérer. Premièrement, je vous amène au Malawi, pardon. Alors, pour ce qui est des drones, je ne sais pas si vous le savez, Malawi a un des plus taux de VIH à travers le monde. Près de 10 des gens au Malawi ont VIH-Sida. 40 000 personnes en meurent et 10 000 d'entre eux, ce sont des enfants. 40 000 enfants sont nés de femmes qui sont VIH positifs. Donc, il faut trouver des façons novatrices de répondre à ce défi. Et les soins précoces dépendent de diagnostics précoces. Donc, transporter des échantillons de sang au travers de la santé au laboratoire pour avoir les résultats des tests. Mais à cause de la piètre qualité des infrastructures, des conditions générales de Malawi et des coûts de transport, cela peut prendre jusqu'à 60 jours entre le test et l'obtention des résultats. Et ça a une incidence directe sur la santé des femmes et des enfants. Alors, la tâche des agences des Nations unies, c'est de réduire le temps de transport pour avoir un traitement plus précoce. Nous avons lancé donc le premier corridor de drones humanitaires dans l'aérodrome de Kasunguru, environ 1 heure de la capitale. L'hôpital là-bas dessert un radius de 40 km et nous mettons à l'essai un territoire de 5 000 km. Les drones peuvent fonctionner jusqu'à une altitude de 4 000 mètres. Donc, un programme de mise à l'essai pour l'intervention concernant le VIH, le SIDA. Nous collaborons avec plusieurs compagnies du secteur privé pour concevoir un drone spécifiquement pour transporter ces résultats de tests de façon sécuritaire entre le laboratoire et le terrain. On a dû changer les normes de communication afin de former les communautés de ce que font ces drones. Mais on a vu de très bons résultats jusqu'à maintenant. On a réduit de moitié le délai de transport des résultats de tests de 60 jours à 30 jours et on veut accélérer davantage. Aussi, on veut peut-être utiliser ces drones pour le transport de vaccins. S'il devait y avoir une inondation, peut-être on pourrait connecter les gens plus rapidement grâce aux drones. Dans l'épidémie la plus récente de choléra, on a pu donc trouver le point d'assainissement. On peut voir lequel est relié à cette éclosion de choléra. Et donc, on peut mieux cibler notre réaction et notre réponse. Et nous sommes à voir si c'est pertinent dans d'autres scénarios. À l'heure actuelle, on a une requête, une demande de soumission pour l'usage de drones dans les îles du Pacifique, Manawatu. Et j'ai eu l'occasion d'organiser un atelier pharmaceutique pour examiner les solutions proposées par l'industrie. Alors, pensons de façon novatrice sur donc la façon d'utiliser des technologies novatrices pour améliorer la santé et des adolescents. Bon, Zambie maintenant. Nous mettons l'accent sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Comment intégrer des approches novatrices à gestion de l'hygiène menstruelle. Une piètre gestion de l'hygiène menstruelle, comme vous le savez, a une incidence négative sur les résultats dans la matière de santé et d'éducation pour les femmes, surtout au niveau de la stigmatisation, le manque de soutien de la collectivité et donc de données aussi désagrégées. Et en fait, ça a mené un décrochement scolaire majeur au niveau secondaire. 82 c'est le taux d'inscription au primaire, mais
environ 40 des adolescentes vont à l'école secondaire. À cause, un des facteurs, c'est une gestion de l'hygiène menstruelle inadéquate. Donc, comment avoir une approche novatrice pour s'assurer que les adolescentes peuvent mieux gérer leur hygiène menstruelle et comment on peut intégrer ça dans le système d'éducation? Bon, avec le soutien du gouvernement en 2017, nous avons appuyé une école de WASH, donc de EAH ou de E. Alors, le boîte d'outils a été mis à l'essai dans plusieurs écoles grâce à une aide du gouvernement du Royaume-Uni. Et puis maintenant, on veut appliquer ça à l'échelle nationale. Donc, on veut mieux sensibiliser, une augmentation accrue de disponibilité et un meilleur suivi. On a eu de très bons résultats sur la façon dont on peut aborder la question de façon sexo-spécifique. Nous avons donc des jeunes hommes et des jeunes femmes dans la même salle pour discuter ça de façon positive, pour réduire la stigmatisation et la honte normalement associée à la gestion de l'hygiène menstruelle. Le rôle particulier des enseignants mâles et des étudiants mâles dans la classe est très important. Nous avons travaillé avec eux pour co-développer du matériel des matériaux qui sont disponibles au niveau local, qui sont renouvelables et à peu de frais. Il y a eu un bon accueil de ça au niveau des villages. On a mis à contribution des groupes de maires, c'est des associations d'enseignants, pour s'assurer en fait que ce soit neutre sur le plan du coût et qui se pourrait même produire des recettes pour la communauté. Et finalement, transférer du formulaire de suivi de 27 pages qui doit être complété par les écoles chaque année à un système mobile où les enseignants doivent faire état de 11 indicateurs clés qui incluent l'hygiène menstruelle et l'accessibilité aux équipements dans les écoles à ce niveau. Nous travaillons avec une société qu'on peut voir ici. Alors, c'est une approche intégrée, un exemple d'approche intégrée qu'on aimerait appliquer au niveau national. Et finalement, parler de cellulaire, comment on peut rendre l'éducation sexuelle gratuite pour les adolescents? En Afrique du Sud, donc. Comme vous savez, l'inégalité en Afrique du Sud est très répandue. Les adolescentes sont impactées de façon disproportionnée par des problèmes de l'usage de drogue, de VIH, le sida. Une fille sur 4 serait supposément victime d'abus sexuels. On avait 2000 adolescentes qui ont été contagiées par le VIH-Sida chaque semaine. Et l'incidence est 8 fois plus élevée parmi les adolescentes que les adolescents. Donc, vous avez des partenaires plus âgés et on oblige les adolescentes à une relation sexuelle complète à cause des pressions sociales ou de revenus ou pour accéder à l'éducation, comme on a vu, il y avait un exemple dans la plénière. Et une des causes profondes, c'est le manque d'informations à la disposition des adolescentes au sujet de la sexualité, des tests, de ce qui leur est disponible et des traitements. Donc, notre tâche, c'est de surmonter ces barrières. Comment donner aux adolescentes du contenu facilement accessible, qui soit pertinent pour eux, mais aussi gratuit. Donc, nous avons travaillé avec le secteur privé sur le EducaNet pour ce qui est des ressources mobiles disponibles, gratuites pour nos partenaires. Donc, il n'y a pas de frais pour accéder aux données par les jeunes. C'est en vigueur dans 62 pays et disponible pour 80 des cellulaires. C'est un contenu localisé. En Afrique du Sud, jusqu'à maintenant, on a rejoint 400 000 adolescents dans la première phase du projet. Bon, je vous inviterai donc à regarder l'hyperlien.
qui est censé être conçu pour les cellulaires, anciens modèles et plus récents. Et il y a aussi une fonctionnalité interactive, donc vous pouvez voir ce que les adolescents disent. Donc, c'est un bref survol de l'innovation pour ce qui est de santé et bien-être des adolescentes en Afrique australe et subsaharienne. Donc, comment programmer dans nos divers contextes. On peut voir ce que Emmanuel pourrait nous dire de son point de vue. Merci, Peter. Bon. Naître en terme, c'est une initiative donc de 5 ans, lancée fin 2016 en réaction à l'appel mondial pour l'action. Qui met l'accent sur l'incidence des naissances prématurées, en fait, qui, dans 16 des naissances, en fait, un tiers des maternités pour les nouveaux jeunes. Donc, à chaque année, 15 millions d'enfants sont nés de façon prématurée. Donc, c'est important. Donc, ça veut dire que les enfants qui sont nés de façon prématurée commencent leur vie avec un handicap majeur. Donc, j'aimerais parler de cette carte de toute une vie. En fait, cette carte de toute une vie, j'aimerais dire que cette approche de toute une vie devrait inclure des interventions qui ciblent les naissances prématurées. C'est un document de travail qui sera considéré. Donc, cette initiative est créée en tant que partenariat entre 2 bailleurs de fonds, donc le gouvernement du Canada et Johnson & Johnson, un consortium de 3 ONG canadiennes, Plan International Canada et Aide à l'enfance Canada. Donc, c'est un partenariat public-privé qui est donc une des façons novatrices de financer les ODD. C'est une mise en œuvre dans 3 pays, Bangladesh, par Plan International Canada, en Éthiopie par World Vision Canada et Mali par Aide à l'enfance Canada. On y met l'accent sur la prévention, je le souligne. Il s'agit surtout de prévention. Mais il y a aussi 4 domaines principaux de risque. Donc, mode de vie, infection de la mère, nutrition et le 4e. Quelques mots sur les facteurs de risque. Le mode de vie est devenu l'un des facteurs clés et ce n'est pas surprenant. Parmi les déterminants sociaux de la santé, lorsqu'il s'agit des naissances prématurées, il y a certains facteurs clés, c'est-à-dire la violence avec les partenaires intimes, entraîne la recrudescence ou l'augmentation de naissances prématurées, une augmentation de 91 versus beaucoup moins de prévalence pour les gens qui ne font pas face à ça. Et pour ce qui est des facteurs de risque reliés à l'infection, Peter a parlé de l'incidence des maladies transmises sexuellement, particulièrement quand on parle du sida, 2,1 millions d'adolescents qui vivent avec le sida. Alors, une augmentation de 83 pour ce qui entraîne une augmentation de 83 pour ce qui est des naissances prématurées. La syphilis a doublé selon certaines études.
Donc, pour ce qui est de la nutrition, pour vous donner un exemple, eh bien, l'anémie maternelle qui a bien sûr entraîné une augmentation des naissances prématurées de 95 la contraception, on se concentre sur les liens, les écarts de grossesse, les grossesses adolescentes augmentaient le risque de naissance prématurée également. Donc, lorsque les adolescentes sont à risque dans ces 4 catégories de risque, pour ce qui est des naissances prématurées, eh bien, elles sont également à plus grand risque lorsqu'il s'agit de mode de vie. Encore une fois, l'OMS nous dit que, un rapport de l'OMS nous dit que la majorité des adolescentes qui utilisent, qui fument, qui boivent, une adolescente sur 10 commence à boire à l'âge de 15 ans, donc ce qui constitue bien sûr un risque au niveau du mode de vie. Alors j'aimerais vous donner quelques chiffres mondiaux et nationaux pour ce qui est de la contraception chez les adolescentes. Lorsqu'on regarde les 3 pays où nous sommes présents, le Bangladesh, le Mali et l'Éthiopie, entre 53 et 83 des adolescentes n'utilisent aucune forme de contraception, ce qui signifie qu'elles sont exposées, bien sûr, à des grossesses adolescentes et qui est un facteur de risque. Pour ce qui est des pays où on parle de naissance, 20 des grossesses adolescentes. Mali est le premier avec 55 de grossesses adolescentes. Au Bangladesh, au 6e rang avec 60 de grossesses adolescentes. Ce qui signifie que les adolescentes sont au centre de l'attention lorsqu'il s'agit des naissances prématurées. Un autre chiffre intéressant et important pour ce qui est des naissances, les taux de naissance d'enfants morts-nés sont plus élevés de 50 Donc, ça signifie qu'il y a des risques très importants. Donc, on parle d'adolescents. Les adolescentes sont plus à risque lorsqu'il s'agit des maladies, je l'ai mentionné, pour ce qui est de l'asphyxie, des complications qui émanent de la naissance d'une naissance prématurée. Donc, les taux sont les plus élevés lorsqu'il s'agit de bébés qui sont nés de mères adolescentes. Alors, les grossesses adolescentes, comme je l'ai dit auparavant, sont associées à 93 à des grossesses adolescentes. Donc, ce sont des chiffres qui nous ont permis d'élaborer notre stratégie lorsqu'il s'agit de naissance à terme, lorsqu'il s'agit de ce que nous faisons sur le terrain. Eh bien, nous avons une approche sur 3 niveaux pour ce qui est de la programmation, pour ce qui est de l'importance des ressources dont nous avons besoin, dont nous examinons donc les données. Alors, nous utilisons bien sûr la collecte de données. Il nous faut savoir qu'il y a des lacunes en matière de données pour ce qui est des naissances prématurées, comme le montre le rapport sur les naissances prématurées au niveau des pays. Donc, pour les statistiques mondiales sont basées sur des chiffres qui émanent des hôpitaux. Bon, pour cette raison, nous mettons l'accent sur l'utilisation des données, sur la cueillette de données pour ce qui est de l'amélioration
la disponibilité ou l'accessibilité des services. Nous avons trois façons de voir les interventions. Alors, la formation des fournisseurs de soins de santé, alors des soins aux enfants, l'amélioration des installations, des traitements, des différents systèmes. Donc, pour ce qui est de la santé reproductive des adolescentes, dans ce secteur, nous devons faire en sorte que les services soient disponibles. Il y a des secteurs clés sur lesquels nous nous concentrons, la formation des fournisseurs de services. Il y a des critères de l'OMS qu'il nous faut respecter. Si nous avons le temps, nous les passerons en revue un peu plus tard. Eh bien, augmentation des installations pour faire en sorte qu'il y ait des services beaucoup plus conviviaux aux adolescentes. Alors, l'équipement, évidemment, et puis, bien sûr, des rénovations, les rénovations des installations pour faire en sorte qu'il y ait des endroits beaucoup plus conviviaux pour les adolescents. Eh bien, disponibilité de l'information dans bien des cas, les adolescentes ne sont pas au courant des services qui sont disponibles ni des installations où elles peuvent recevoir des soins et des services. Donc, la documentation est un secteur clé. Et donc, pour faire en sorte que les services de santé soient disponibles aux adolescentes. Alors, un autre secteur de la programmation, c'est d'augmenter les services et de les accroître. Alors, on parle de demande et de fourniture de services. On doit évidemment également s'attaquer à l'équité des sexes. Lorsqu'il s'agit de changement comportemental, nous travaillons de concert avec les leaders des collectivités afin de promouvoir des changements de comportement lorsqu'il s'agit de la santé, des tabous. Il y a des facteurs de risque qui mènent à des naissances prématurées. Donc, il faut améliorer les services donnés aux nouveau-nés, la familification familiale, et les services aux nouveau-nés. Pour ce qui est de l'équité des sexes, c'est vraiment très important pour notre stratégie de naissance à terme. Alors, la violence entre les partenaires a été un facteur de risque qui a été ciblé. Donc, il faut promouvoir l'équité des sexes, autonomiser les femmes, leur fournir des outils pour ce qui est de la négociation, faire en sorte que les hommes participent au changement. Et donc, ce sont les approches que nous utilisons dans le cadre de notre programme. Pour ce qui est des adolescentes, nous devons les sensibiliser au sujet des services qui existent pour elles. Et donc, par le biais de différentes plateformes, par exemple, des clubs à l'école qui utilisent des plateformes de collectivité. Il y a des approches que nous utilisons en ce sens et également favoriser l'autonomisation des adolescentes et faire en sorte qu'elles puissent demander des services et donc les aider lorsqu'il est possible de les aider à participer au processus décisionnel en matière de services de santé reproductive et sexuelle et donc leur faire connaître les installations qui existent dans leur collectivité. Troisième secteur, la disponibilité et l'utilisation des données, bien sûr. Alors, il y a bien sûr des lacunes pour ce qui est des naissances prématurées et ça a été identifié. Donc, nous avons des lacunes pour ce qui est des données dans tous les secteurs qui concernent la santé sexuelle et de la reproduction. Dans le secteur qui attire l'attention depuis peu, ça signifie que les données n'étaient pas répertoriées auparavant ou les systèmes d'information n'étaient pas présents ou lacuniers dans les pays. Donc, il faut s'attaquer à ces secteurs. En résultat, nous travaillons au niveau local. Dans certains
lieu, nous avons dû travailler au niveau local parce que les systèmes de, comment dirais-je, de cueillette de données nationaux ne fonctionnent pas. Donc, c'est un secteur clé. Alors, voici ce que nous faisons. Nous faisons la cueillette de données. Nous essayons d'utiliser la cueillette de données dans notre programme. Nous sommes en train d'essayer des outils novateurs de cueillette de données. Nous faisons en sorte que certaines installations intègrent les données afin de pouvoir améliorer, bien sûr, les services qui sont fournis. Et pour finir, j'aimerais mettre en exergue l'intervention, la programmation de notre programme. Alors, nous faisons cette mise en œuvre par secteur. Nous travaillons avec des secteurs en dehors du secteur de la santé, le ministère des Affaires, de la condition féminine. Nous avons des discussions avec d'autres secteurs et donc nous pouvons de cette façon mettre de l'avant la programmation de notre programme Naissance à terme. Merci. Emmanuel? Alors voilà, l'approche multisectorielle signifie que nous devons cesser de travailler en silo et dans certains pays, on a intégré les différents services de santé. Il faut voir comment travailler à travers les silos, la protection, les risques, le décrochage. Il faut travailler avec ces différents secteurs de façon à ce que nous ne demandions pas aux travailleurs de terrain de remplir des formulaires ad nauseam. Avant de passer à la recueillette de données, Dominique, vous pourriez peut-être parler de votre programme et parler de la façon dont il fonctionne. Bonjour. Alors, je vais pendant 5 minutes vous présenter le processus que nous avons choisi pour montrer que l'égalité des sexes n'était pas quelque chose que nous avons découvert à mesure que nous progressions. C'est quelque chose qui est au centre de cette approche. Comme l'a mentionné Emmanuel, tous ces facteurs de risque qui mènent à la santé prématurée sont influencés par l'équité des sexes, la contraception. On ne peut pas penser que les femmes et les jeunes vont commencer à les utiliser. Donc, il y a une dynamique de pouvoir, d'autonomisation qu'il faut considérer. Il faut penser à l'inégalité des sexes et voir comment nous pouvons faire en sorte que nos interventions soient efficaces. C'est la raison pour laquelle ça a été très clair au sein de notre consortium que nous avons tous travaillé ensemble. En 2015, lorsque nous avons commencé à mettre de l'avant notre projet, nous voulions que Naissance à terme soit un exemple de programme intégré qui intégrerait la santé, l'équité des sexes, égalité des sexes et faire en sorte d'être au courant et être à la page. Donc, ce que nous avons fait, c'est que dans les 3 pays, nous avons travaillé dans ces 3 pays auparavant, d'autres programmes. Nous avions déjà commencé à travailler avec ces programmes. Donc, nous connaissions les différentes normes et les différents exemples d'inéquité qui pourraient avoir des impacts sur les programmes. Donc, nous avions cette expérience. Donc, nous avons travaillé avec nos conseillers en matière d'équité des sexes. Nous avons révisé ce qui était écrit et nous avons révisé notre stratégie pour Naissance à terme. Alors, non, nous avons une approche bicéphale. Nous avons examiné les normes qui étaient présentes dans les 3 pays et nous savions que ces normes-là avaient un impact sur les naissances prématurées et nous avons également examiné les normes en général. Nous avons examiné tout ça dans les 3 pays. Les enjeux étaient similaires, qu'ils se manifestaient de façon différente, mais on en revenait toujours à la discrimination dont sont victimes les femmes et les adolescentes. Alors, il y a les mariages forcés qui ont également une incidence, la grossesse des adolescents, la violence entre partenaires. Nous avons également observé
et le manque de place pour les femmes lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ou de prendre des décisions lorsqu'il s'agit de dépenser de l'argent, prendre des décisions lorsqu'il s'agit d'utiliser des préservatifs. Alors donc, ça a une incidence évidemment sur les naissances prématurées. Nous avons noté évidemment les lacunes au sujet des renseignements pour les femmes. Nous avons remarqué les tabous sociaux, les mythes, etc., qui influent sur les interventions. Donc, c'était la première partie de notre stratégie, donc qui nécessitait beaucoup de travail. La deuxième partie, eh bien, était tout un défi et nous devions voir comment ces inégalités agissaient et nous nous sommes demandé quoi faire, comment faire pour de façon à ce que notre programme soit efficace et puisse prévenir les naissances prématurées. Donc, nous avons essayé de regrouper nos interventions en 3 secteurs pour ce qui est de notre stratégie d'égalité entre les sexes. Premièrement, nous avons voulu appuyer l'autonomisation des femmes et des filles. Je vais en parler un peu plus tard, mais nous sommes penchés sur la création de clubs pour les adolescentes où elles peuvent apprendre à prendre des décisions. Nous avons leur avons donné également des outils pour développer leurs aptitudes en matière de leadership. Nous avons voulu faire en sorte que les garçons et les hommes fassent partie du changement de façon à changer les normes et les pratiques. Et troisièmement, qui est très important, nous avons mis sur pied des services en santé néonatale et reproductive, de façon à ce que les fournisseurs de services ne jugent pas lorsque les adolescentes viennent les voir et leur demandent des conseils. Donc, nous essayons de nous attaquer à ces normes qui sont présentes dans le système de santé. Donc, nous avons des interventions dans ces 3 secteurs. C'était la deuxième partie de notre stratégie sur l'égalité entre les sexes. Alors, pour nous assurer que cette stratégie soit la bonne et qu'elle vise dans le mille et qu'elle soit basée sur des données probantes, nous avons mis en place un programme qui émane d'un programme. Nous avions une évaluation de la stratégie d'égalité entre les sexes. Nous avons testé nos hypothèses. Quelle est notre perception de la dynamique de pouvoir? Est-ce que les interventions étaient suffisantes afin de régler ces problèmes? Donc, nous avons examiné ces différentes questions dans notre approche, dans notre introduction, et donc de façon à confirmer notre compréhension, mais ça nous a permis d'avoir une information contextuelle beaucoup plus précise afin de mieux cibler nos interventions. Au Mali, par exemple, nous avons sous-estimé un petit peu l'impact de la polygamie. Et maintenant, nous examinons les choses de façon plus sérieuse. C'est quelque chose que nous avons fait. Nous avons testé la validité et la pertinence de notre stratégie. Nous sommes à le mettre en œuvre et faire un suivi de près pour s'assurer de ne pas créer des effets néfastes. Parfois, ces interventions, si on modifie trop rapidement la dynamique de pouvoir, si on ne suit pas suffisamment des aspects importants ou qu'on omet de les considérer, ça peut créer du tort. Donc, on met beaucoup l'accent sur le côté suivi pour s'assurer d'avoir les résultats voulus. Alors, ce n'était qu'un survol de ce qu'on faisait et de vous expliquer comment ce programme est un programme intégré qui a transformé la relation entre les sexes dès le début. Et nous sommes très fiers que ça contribue aussi à la mise en œuvre de la politique d'aide internationale féministe. Merci. Maintenant, Colleen va aller plus en détail sur la façon dont vous assurez le suivi. Alors, je vais donc mettre à profit la présentation de mes 2 collègues avant. Bon, merci d'être là. Je vais commencer par cadrer la discussion. Il y a des défis pour ce qui est des mesures. Et je vais parler de
ce que Naître à terme a fait pour essayer de naviguer dans ces eaux troubles. Merci aux organisateurs. Premièrement, bon, ces programmes, en fait, sont très complexes. Ils peuvent être multisectoriels, comme on a dit, et ça présente des défis uniques. Et les adolescents, comme étant les principaux intimés, représentent leurs propres besoins et propres défis. Il y a plusieurs facteurs qui influent sur le comportement des adolescents. Ça peut être difficile à les mesurer et des changements dans ces comportements peuvent être difficilement attribuables à un projet ou un programme. Aussi, le temps est important. Parfois, on ne peut pas en parler. Donc, il fallait considérer spécialement la nécessité d'avoir le consentement éclairé, le consentement des parents aussi, et de considérer ce qu'on doit faire pour s'assurer d'une confidentialité maximale pour les répondants, comment atténuer les risques en termes de sécurité émotionnelle et de divulgation. Le groupe d'âge, donc de 10 ans à 18 ans, donc tout un gamme de niveaux en termes de compréhension du sujet discuté. Donc, l'approche de gestion, c'est d'adapter ça, cette approche donc aux plus jeunes et aux plus âgés de ce groupe. Accès aussi de ces adolescents est difficile, ils ne sont pas toujours disponibles dans leur ménage. En fait, si on les aborde à l'école, en fait, on aimait ceux qui restent à la maison et qui ne vont pas à l'école. Donc, je pense que vous connaissez bien tous ces défis. Et même si on considère tous ces défis dans nos plans de mesure, nous trouvons toujours que les activités sexuelles et les comportements connectés sont sous-signalés. On a beaucoup d'informations pour les adolescents qui ont eu, par exemple, donc, il nous manque des données, surtout pour les plus jeunes adolescentes. On doit utiliser des données rétrospectives. Et pour les adolescentes qui n'ont jamais eu d'enfants. Alors, comment le programme Naître à terme peut naviguer tous ces défis? Donc, je parlais donc des données de base et les méthodes qu'on a mises à l'essai pour les adolescents sans enfants. Donc, pour ce qui est de données de base, un sondage auprès des ménages, comme vous faites dans vos projets respectifs, nous avons inclus les mères adolescentes qui ont eu une naissance dans les dernières années et les modules standards. Donc, comme Dominique a mentionné, nous avons mené aussi une évaluation exhaustive de genre auprès des adolescentes mariées et non mariées et des groupes séparés par sexe et statut civil. Donc, pour vraiment obtenir ces points de vue des adolescents qui sont dans cette catégorie et faire aussi une analyse de ce groupe sur le besoin pour ce qui est de santé reproductive. Et on a aussi mené une évaluation dans les établissements de santé. Ce qu'on recherchait par cette évaluation, c'est la convivialité des services. Donc, on a adopté les normes globales des OMS pour les services de santé aux adolescents. Vous les connaissez. De ces 8 normes et critères, on a choisi 4 qui sont les plus pertinentes pour les interventions Naître à terme. Bon, la confidentialité et les services adéquats et la littérature concernant les questions, entre autres. Donc, c'est assez exhaustif. On a très peu de données des adolescentes sans enfants. Ils n'ont pas été inclus pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il n'y a pas d'outils validés sur le plan national pour les adolescentes de moins de 10 ans. On regarde 15 ans à 19 ans plutôt. Donc, ce n'était pas approprié d'utiliser les adolescents plus jeunes que 15 ans dans l'évaluation. Et on s'attendait aussi que si on considère les activités sexuelles, les comportements adjacents, en fait, c'est sous-signalé. On voulait donc faire à l'extérieur du ménage pour avoir un maximum de confidentialité, surtout pour les répondantes plus jeunes. Voilà. Pour ce qui est des adolescents sans enfants, on a mis à l'essai récemment un sondage ACACI, donc informatisé, donc on peut remplir soi-même.
Ceci couvrait divers sujets, y compris la gestion de l'hygiène menstruelle, l'attitude concernant la grossesse précoce et le mariage, etc. Ça, c'était à l'extérieur des ménages que c'était mené. Et encore une fois, ça maximisait la confidentialité pour les répondants. Et en plus, nous avons pu ajouter une composante audio à ce sondage. Donc, chaque question, chaque option est disponible dans un enregistrement audio adapté aux répondants mâles ou femelles. Donc, on peut inclure ces adolescents plus jeunes qui ont des taux de littératie inférieurs. Donc, si on considère toutes ces approches, on essaie de relever ces défis aux adolescents, à la fois ceux qui ont des enfants ou non, ou à terme ou non. On met l'accent sur la prévention, surtout pour la période néonatale. On essaie vraiment d'intégrer d'autres méthodes aussi pour rejoindre les autres bénéficiaires du projet. Merci, Colleen. Moi, je trouve ça très fascinant. J'ai beaucoup de questions personnellement. J'invite l'auditoire à préparer vos questions. Vous pensez peut-être que, bon, ça, c'est intéressant dans ce projet, mais qu'en est-il à l'endroit où je travaille, moi? Donc, peut-être vous pouvez me poser des questions sur les leçons à tirer de ces expériences. Mais avant de vous passer la parole à l'auditoire, quelles sont les similitudes et les différences en termes de succès et de défis que vous avez dans les trois pays? Et Manuel, vous avez une idée de pourquoi vous avez sélectionné ces trois pays parce qu'il y a du haut taux d'incidence. Mais peut-être vous pouvez nous donner une idée des similarités et des différences auxquelles vous êtes confrontés, donc les défis auxquels vous êtes confrontés. Manuel en premier. Alors, je vais souligner quelques points du système de santé formel. Lorsqu'on s'est engagé dans la mise en œuvre, surtout pour ce qui est de mieux comprendre les besoins concernant la santé reproductive des adolescentes, en plus des sondages, donc, nous avons essayé de faire une cartographie, si vous voulez, établir le contexte politique dans ces trois pays, paysage politique, s'il y a des stratégies, des lignes directrices nationales pour la mise en œuvre des santé reproductive, s'il y avait des trousses de services standards, des standards pour les organismes dispensaires de soins, bon, les critères, etc. Alors, ce qu'on a su par l'entremise de cet exercice, c'est que les trois pays sont dans des stages, et ça tout à fait différent. Donc, ce que ça veut dire pour nous, on ne peut pas avoir une approche unique pour les trois pays. Alors, juste pour souligner certaines des différences, au Bangladesh, pardon, en Éthiopie aussi, il y a des stratégies nationales et des directrices nationales. Ces pays ont adopté aussi les critères recommandés par l'OMS, et ce qui est très bien, ça donne un cadre de politique dans lequel on peut opérer. Mais pour ce qui est de travailler avec les établissements de santé au niveau de la base, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a toute une lacune entre la politique et la pratique sur le terrain. Et la plupart des services dans les établissements de santé concernant la santé reproductive sont appuyés par des ONG plutôt que par les ministères de la Santé. Et dans certains cas, certains établissements de santé n'ont même pas songé ou discuté de la convivialité de la documentation ou des services comme tels. Très peu d'établissements de santé ont commencé à mettre ça en œuvre. Bon, pour ce qui est d'assurer une certaine confidentialité privée pour les membres, avoir des personnels désignés et dédiés, mais la majorité des établissements de santé n'ont pas commencé. Donc, c'est un des principaux défis. Au Mali, c'est un peu unique. Ils sont à élaborer des stratégies nationales et la mise en œuvre. Donc, il y a une occasion pour nous d'appuyer ce processus
et d'avoir une influence sur ce développement de politique pour ce qui est des questions de naissance prématurée. C'est à la fois un défi et une opportunité pour nous au Mali. Alors, brièvement, ce sont les différences dans le point de vue du système de santé formel. Mais, bien sûr, comme vous dites, on veut avoir des variations contextuelles. Bon, par exemple, on regarde les pays de l'Asie du Sud, des pays en Afrique aussi. Il y a une grande diversité au niveau de l'Afrique surtout. Alors, ces deux régions, on s'y attarde parce qu'ils représentent 60 des décès prématurés. Donc, on doit mettre l'accent à un endroit où se trouve le problème. Mais en plus, on doit prendre en compte la diversité de contextes afin d'apprendre. On doit aussi regarder quel est notre avantage coopératif sur le terrain pour avoir une forte mise en œuvre. Sans une mise en œuvre solide, on ne pourra pas apprendre. Il faut donc l'engagement de la part du gouvernement et des partenaires. Mais pour ce qui est de la variation culturelle, je vais laisser la parole à Dominique qui va dire quelques mots. Je sais pas. On peut regarder aussi les défis sociaux auxquels vous avez été confrontés. Oui, tout à fait. Merci, Simon. Je faisais allusion plutôt, donc, naître à terme, en fait, regarde les normes sociales dans les pays où nous travaillons qui discriminent envers les adolescents et des adolescentes. Ça peut avoir un impact sur les droits des personnes, mais aussi sur les résultats de santé. Les normes qu'on veut vraiment changer, ce sont celles qui discriminent contre les adolescents et adolescentes. On ne veut pas changer les normes pour le simple fait de changer les normes. On veut assurer un certain progrès. Donc, je vais partager avec vous quelques exemples des pays pour que vous compreniez quelles sont ces normes sociales et leur origine. Bon, on parlait de l'évaluation de l'égalité des sexes. Cette évaluation a démontré que dans les 3 pays, les filles sont confrontées à beaucoup de pression pour se marier à un âge où elles ne veulent pas vraiment se marier ou de ce qu'elles souhaiteraient. C'est ce qu'on a observé dans les 3 pays. Au Bangladesh, lorsqu'on a parlé aux jeunes, ils reconnaissent que les jeunes ne subissent pas la même pression en vue d'un mariage précoce que les filles. On a travaillé aussi des adolescentes au Bangladesh qui mariées, qui reçoivent la pression du mari, de la famille pour avoir des enfants peu après le mariage. Donc, ça augmente le risque de facteurs de naissance prématurée. Au Mali, on voit la même chose, la pression exercée auprès des nouveaux mariés, surtout les jeunes, pour avoir des enfants tout de suite après le mariage. Parce qu'au Mali, c'est une façon pour l'homme d'exprimer sa masculinité. Ils nous ont dit aussi qu'il y a beaucoup de honte associée aux filles qui tomberaient enceintes avant le mariage. C'est quelque chose qu'on voit dans les 3 pays. Alors, toutes ces normes, en fait, démontrent le contrôle dont fait l'objet les filles, les adolescentes concernant leur sexualité. C'est un problème du point de vue des droits de la personne, bien sûr, mais aussi sur le plan de la prévention des naissances prématurées. C'est pour ça donc qu'on met l'accent sur ces effets néfastes. Certaines normes qui semblent tolérer aussi la violence entre partenaires. Bangladesh, la violence est perçue souvent comme étant un moyen qu'on peut utiliser, en fait, que le mâle dans le ménage peut utiliser pour maintenir un certain ordre, un bon fonctionnement. Si vous voulez, dans le ménage, au Mali, la violence est perçue comme étant légitime, comme quand la femme désobéit son mari, par exemple. Dans plusieurs de ces pays aussi, il y a beaucoup de gens qui sont contre cet état de choses, qui n'appuient pas, qui n'acceptent pas cette violence. Mais on ne peut pas ignorer qu'il y a des gens qui acceptent ça. Donc, on doit travailler sur ces normes parce que la violence entre partenaires, c'est un des facteurs importants de naissance prématurée, en plus d'être une violation des droits de la personne. Et dans les 3 pays, finalement, on a des normes qui
concentre la prise de décision dans les mains des hommes. Des hommes, oui, et aussi des belles-mères. On retrouve ça dans tous les domaines, que ce soit la planification familiale ou de décider si, quand et comment le nombre d'enfants que vous voulez avoir, de décider si vous pouvez aller à l'établissement de santé ou dépenser de l'argent pour vous y rendre. Alors, toutes ces normes-là, en fait, ont une influence sur plusieurs choses, y compris des comportements qui recherchent pour aller chercher de l'aide. Ça touche aussi aux adolescentes, surtout, peut-être à cause de leur âge, parce qu'ils ont moins de contrôle sur ces questions. Donc, on passe beaucoup de temps pour traiter ces normes discriminatoires, parce que la prise de décision, le pouvoir de prise de décision est très important. Donc, que les adolescents peuvent décider s'ils veulent utiliser des contraceptions, s'ils veulent avoir des enfants, s'ils veulent se prévaloir des services de santé, etc. J'aimerais élaborer un peu là-dessus. Il y a un document sur la table où vous trouvez des statistiques, des données de base. L'attitude envers la violence entre partenaires. Entre autres, il y a une incidence forte d'hommes qui tolèrent cette violence. C'est ventilé par pays, jusqu'à 70 % Mali. Donc, je pense que ça souligne ce que vous dites, Valérie. Vous parlez des pratiques de décision équitables. Dans les données de base, on voit qu'une toute petite proportion d'adolescentes croient qu'ils étaient victimes de prise de décision inéquitable parce qu'ils dépendent en fait du consentement de leur partenaire ou ces décisions sont prises par leurs parents ou leurs beaux-parents. Et la raison, selon elle, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'éducation, qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions parce qu'ils n'ont pas l'accès, le contrôle des ressources au niveau du ménage. Ça, c'est une incidence sur le manque de prise de décision. Il y a aussi des traditions très enchâssées sur l'influence des aînés, des beaux-parents. En fait, ça continue à restreindre le pouvoir de prise de décision. Aussi, brièvement, concernant le recours à la contraception, encore une fois, je répète, c'est pour des adolescentes avec des aînés dans l'année précédente. Alors, au cas où vous voudriez poser des questions. C'était assez comparable à l'incidence parmi les adultes à ce niveau. Mais pour ce qui est les mythes perdurent concernant la contraception, peu de connaissances concernant les options en termes de planification familiale, exacerbe ces mauvaises conceptions, ces fausses conceptions. Et aussi, l'information SSR n'est pas requis pour les adolescentes mariées. Et souvent, elles doivent s'en remettre à leurs proches ou à leurs beaux-parents. En fait, ça limite encore une fois leurs droits. Alors, pour conclure, les adolescentes sont de plus en plus exposées à l'information de la part des programmes de sensibilisation de la communauté et des diffusions radio, télé. Et on pense que nous allons voir des améliorations à ce niveau. Merci. Bon, j'avais d'autres questions personnellement. Peut-être que je vais laisser la parole à notre auditoire. Si vous avez des questions, il y a un micro ici à ma gauche, je crois. Et un autre ici. Dites qui vous êtes, votre affiliation et soyez bref dans vos questions, commentaires, qu'il s'agisse de SMN ou de l'égalité ou même l'innovation. À l'ABB, je travaille avec Plan International Canada. Je fais partie du consortium. J'espère que je ne vole pas votre question. J'ai examiné le projet qui veut changer les normes, changement des risques facteurs. Nous avons parlé de violence conjugale, on a parlé de contraception parce qu'on parle de grossesse adolescente. Je crois qu'on sait que l'adolescence est une période vulnérable. Et lorsqu'on parle d'égalité ou d'inégalité, qu'il s'agisse de violence envers le conjoint, alors il se peut
que ce soit une question de santé et de sécurité pour les adolescentes. Alors, est-ce que vous vous penchez sur ces questions de sécurité? Où est-ce que ces adolescentes-là peuvent être protégées? Où peuvent-elles aller? Parce que ça ne doit pas être facile de transiger avec les leaders. Comment et où vont-elles chercher de l'aide? Si l'adolescente ne veut pas se marier, elle ne veut pas avoir d'enfants, de donner naissance, où doit-elle aller? Nous allons prendre 3 questions. Bonjour. Bonjour, Christiana de Results Canada. J'ai 2 questions. Elles sont liées. Alors, il s'agit d'une question, en fait. Pour ce qui est du programme naissance à terme, dans notre analyse, il semble qu'il y a un écart entre les suppléments alimentaires et chez les femmes du Bangladesh et des autres pays. En se basant sur votre recherche, à quoi attribuez-vous cette lacune, cet écart? Deuxième question. Désolée, j'écris super mal. Les suppléments en fer, est-ce qu'il s'agit ça le seul indicateur que vous avez utilisé pour avoir le statut nutritionnel de ces pays pour ce qui est de la diversité, l'accès aux services, etc. Dernière question de ce côté, et ensuite nous prendrons les questions suivantes. Merci pour la présentation. Mon nom est Violette Magno, je suis de l'ouest du Kenya. Je suis de l'école de médecine. J'aimerais poser ma question au sujet de la Zambie, de la santé menstruelle. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits afin d'aider les jeunes femmes à avoir accès à du matériel qu'elles peuvent recycler. Alors, donc, il faut parler de l'acceptance, de la sensibilisation, l'acceptation des parents. Donc, l'une des questions qui revient souvent au sujet de la santé, au sujet du recyclage, est celle qui concerne un scénario où on parle d'eau et de son. Certains gynécologues pensent qu'on peut peut-être forcer une intervention qui peut mener à d'autres problèmes. Donc, une personne a parlé d'une approche émique. Il faut savoir quels sont les besoins. Pensons à l'accès à l'eau. Eh bien, ça pourrait être un facteur de succès. Est-ce que on veut faire en sorte de mettre beaucoup plus d'argent de façon à ce que les femmes puissent nettoyer l'outil qu'elles utilisent? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, soyez patients. Nous allons répondre aux 3 premières questions. Pour ce qui est de la protection des enfants d'abord, est-ce que vous voulez répondre à cette question au sujet de la protection la sécurité des adolescentes? Merci. Tout d'abord, voilà. Merci d'avoir posé cette super question. Je crois qu'il y a beaucoup de réponses. La première étant la suivante. Ce que nous essayons de mettre en œuvre dans notre programme, la façon dont notre programme a été conçu, c'est de façon à pouvoir gérer ces différentes questions, d'éviter ce genre de recours à des mécanismes de protection. Bien sûr, nous sommes au courant des problèmes qui peuvent émerger. Les différentes normes, par exemple, des équilibres que peut susciter un manque d'autonomisation au point de vue du budget de dépenses. Alors, nous travaillons, nous sommes prudents. Nous essayons de travailler au sein d'un système écologique, social. Alors, nous voulons faire en sorte que les changements se produisent un peu partout. Si une personne réclame des droits, bien, il faut faire en sorte que la communauté accueille ce désir de changement. Donc, nous avons beaucoup d'interventions pour appuyer l'autonomisation des femmes. Il y a des clubs pour adolescents, des clubs de santé. On parle d'outils afin d'acquérir les pouvoirs décisionnels. Donc, ça fait en sorte que, en ce qui nous concerne, eh bien, ça fait en sorte que les femmes ont confiance en elles et commencent à réclamer qu'on respecte leurs droits. Nous
travaillons avec la communauté afin d'éviter que les problèmes ne surviennent, de façon à ce que l'environnement accueille les besoins des femmes, de façon à ce que les jeunes femmes puissent réclamer qu'on respecte leurs droits. Donc, nous travaillons avec les comités de travailleurs, avec les responsables d'installation, et les messages sont les mêmes au sujet de l'autonomisation des femmes, au sujet de l'autonomie des jeunes femmes. Donc, toutes les parties reçoivent les mêmes directives de façon à ce que on ne crée pas de mouvement de ressac. Nous voulons faire en sorte que tout cet écosystème social soit prêt. Donc, c'est ce que nous faisons en amont de façon à éviter les mouvements de ressac. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les leaders religieux, parce que ce sont eux les gardiens des normes. Nous travaillons avec d'autres gardiens tels que les belles-mères, les parents, les modèles communautaires. C'est notre approche pour éviter que les problèmes surviennent plus tard. Lorsqu'il y a des problèmes de sécurité qui surviennent, eh bien, nous avons des clubs d'adolescentes qui sont des plateformes qui permettent aux jeunes filles et aux jeunes hommes d'exprimer leurs préoccupations. Et donc, nous avons un système de protection des enfants. Et donc, toutes ces choses-là sont en place afin de pouvoir régler tous les problèmes de sécurité qui pourraient surgir au niveau des enfants. Dominique, vous avez bien sûr passé en revue de ce que nous faisons. Je crois qu'il faut créer un écosystème social qui permette ça. Nous travaillons avec les leaders communautaires de la collectivité, c'est la clé. Et un exemple qui me vient à l'esprit lorsqu'il s'agit de questions de protection, dans le cadre du programme, nous n'avons pas des interventions qui ciblent la protection des enfants, les dimensions juridiques de cet aspect. Ce que nous faisons, c'est que nous avons différents projets qui se penchent sur cette question de protection des enfants, qui sont dans la même collectivité. Et je sais que ça se produit en Éthiopie, par exemple. J'ai un exemple où on a conseillé des mariages d'enfants parce que ou déconseillé parce que c'était une directive, mais enfin, donc on essaie d'éviter ce genre de situation en parlant avec les leaders communautaires. Pour revenir à ce que vous avez dit, nous essayons de créer un environnement qui permet la protection, qui facilite la protection des enfants, et incluant les adolescents. Et pour elles, nous avons des clubs qui permettent aux adolescents d'avoir des informations. On leur dit où aller, on leur dit quoi faire. Donc, c'est notre façon de réagir dans le cadre du programme. Eh bien, nous avons travaillé avec une compagnie canadienne en Madagascar, et l'un des résultats a été la mise en place de kiosques de santé. Et donc, c'est devenu une façon informelle de recueillir les plaintes. Et les jeunes gens se sont sentis tout en sécurité et ont pu, bien sûr, exprimer leurs plaintes, dire ce qui se passe dans les collectivités. Et donc, les renseignements recueillis sont en toute confidentialité. Et donc, tout le monde est au courant à ce moment-là. Donc, c'est une façon, ça a été pratique. Donc, nous avons donc établi cet endroit sécuritaire qui nous a permis, bien sûr, de relayer l'information aux gens qui devaient réagir à cette information. Donc, Karen, est-ce que vous voulez répondre à la deuxième question, Colin? Et donc, je vais vous laisser parler de suppléments en faire. La question étant, est-ce que nous avons examiné d'autres indicateurs? Eh bien, j'ai deux réponses. Premièrement, lorsque nous avons développé le cadre d'évaluation des performances, nous avons été vers Johnson & Johnson de façon à évaluer une approche qui n'était pas celle des indicateurs habituels, mais qui reflétait le fait qu'on se concentrait sur les naissances. Ce sont des indicateurs avec lesquels nous travaillons dans d'autres pays. Mais le supplément FR était un indicateur, était priorisé. Donc, c'est la raison que vous verrez dans les dépliants que ça a le haut du pavé.
Cela dit, nous voulions recueillir tout ce qui existait. Et donc, nous avons recueilli un sondage de 50-60 pages. Nous avons inclus des questions sur la consommation de fruits, la diversité. Nous avons dû enlever certaines choses des priorités ou prioriser d'autres choses. Donc, nous nous intéressons à ces choses-là. Nous avons recueilli des données, mais les suppléments de fer constituent bien sûr la priorité. Est-ce que vous avez un ou deux indicateurs ou est-ce que c'est ce qui est ressorti un peu partout ou est-ce que c'est ressorti de certains groupes? Nous avons un éventail de facteurs que nous avons recueillis lors de nos discussions informelles, mais je crois que ça mériterait d'être creusé. Certaines choses mériteraient d'être creusées davantage, mais il est essentiel de prioriser les choses parce que l'information est titanesque. Alors, en Zambie, c'était une question clé, la question de l'hygiène. On ne devait pas créer de nouveaux problèmes, d'autres problèmes en utilisant du matériel recyclable. Il fallait avoir une approche intégrée. Lorsque nous mettions de l'avant notre projet d'hygiène en Zambie, nous avons fait en sorte que les différents ministères de la Santé, de l'Infrastructure et les chefs de projet, de façon à ce que les installations de lavage ou de nettoyage soient le fruit d'une approche concertée et que nous ayons tout ce qu'il fallait pour nettoyer le matériel, le savon, etc. Nous avions également mis de l'avant un nécessaire intitulé les stations de nettoyage pour filles, par exemple, et il y avait des instructions données dans les classes aux femmes, aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, pour leur permettre de comprendre les outils et de comprendre les nécessités en matière de nettoyage. Et donc, nous avons fait appel à des jeux de rôle et d'autres outils conviviaux de communication pour les adolescents afin de nous pencher sur la problématique. Il y a eu d'autres complexités, mais si vous voulez avoir de plus amples renseignements, je serai très heureux de vous en parler après cette session. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine ronde de questions? Merci. Je suis Alison Rezo. Je travaille Humanitarian Inclusion. Nous nous attaquons aux handicaps. J'aimerais poser une question au sujet du projet Naissance à terme. Vous avez dit que certains outils ont été conçus afin de spécifiquement pour les jeunes femmes qui sont analphabètes ou qui ont des problèmes auditifs. Donc, j'ai pensé également aux jeunes femmes qui ont des problèmes visuels parce que malheureusement, les jeunes femmes qui ont des handicaps ont des barrières supplémentaires lorsqu'il s'agit d'aller à l'école et donc sont souvent analphabètes. Donc, c'est une occasion pour vous d'inclure les jeunes femmes qui ont des handicaps à ce projet. Est-ce que le projet est conçu de façon à aborder la question du handicap? Est-ce que c'est inclusif? Est-ce qu'il y a des données qui appuient ce genre d'approche? Merci. Johannes Parles. Dans le cadre du fait que vous ne voulez laisser personne pour compte, est-ce que vous avez ciblé des populations, des personnes avec le HIV, les travailleurs du sexe, etc.? Et dernière question de ce côté? De la Fondation Aga Khan. Je parle à Colleen. Vous avez parlé de l'implantation de certaines approches. Est-ce que vous pouvez parler de la méthodologie? Vous avez parlé des restrictions, des limitations. Est-ce que vous pouvez aborder la question scolaire et nous dire comment on parvient à parler aux adolescentes qui ne sont pas à l'école de façon plus efficace? Alors, de nombreuses questions. Une dernière question de ce côté, s'il vous plaît.
Merci. Michael Koshenko. Pour ce qui est des clubs, la mise en place des clubs, comment avez-vous réussi à susciter l'intérêt des jeunes femmes, des adolescentes, lorsqu'il s'agit de la conception, de la mise en place et de l'évaluation? Et est-ce que vous pouvez nous faire part des leçons tirées de cette expérience? Et l'avez-vous fait? Et si vous l'avez fait, quelles sont les mesures qui ont été retenues? Est-ce qu'il y a un comité qui s'est penché sur les mesures à prendre par la suite? Merci. Super question. Colleen. J'essaierai de répondre à une ou deux questions parce que vraiment, ça a rapport avec notre objet, la conception et la mise en place. Et donc, pour ce qui est des handicaps, c'est une excellente suggestion, une excellente idée. Des appareils d'aide auditive, également des appareils pour les personnes qui ont des difficultés avec de vue visuelle et autres handicaps. Donc, j'espère que nous serons en mesure de mettre en place les outils nécessaires à l'avenir. Il s'agit d'une approche qui pourrait faire partie du projet et donc dans un onglet particulier, les adolescents avec des handicaps. Et donc, j'aimerais également vous dire ceci. Pour ce qui est de l'évaluation, ça peut constituer un défi parce que les adolescentes ne veulent pas toujours dire qu'elles souffrent de handicap. Et le handicap est souvent un handicap physique visible, ce qui exclut d'autres handicaps. Donc, c'est un défi lorsqu'il s'agit d'inclure ça dans le cadre du projet. Est-ce que vous voulez parler de ça? Pour ce qui est des adolescentes dans leur participation à la conception du projet, avant de procéder à une intervention, nous avons fait des recherches de base et dans ce cadre, nous avons fait des évaluations quantitatives, nous avons eu des entrevues, de remue-ménage, des groupes de réflexion, des entrevues, des discussions avec les garçons, avec les filles, avec les jeunes femmes. Et le programme est le fruit de ce que nous avons entendu. Et nous avons inclus les données limitées dont nous disposions sur les adolescentes. Donc, d'une certaine façon, eh bien, leur rapport se trouve dans ce programme. Alors, pour ce qui est de l'autre question, la mesure des adolescentes à l'extérieur de l'école, et je passerai la parole à Dominique probablement. Très bon commentaire. Comme j'ai dit, c'est difficile d'intervenir auprès des adolescents au niveau des ménages parce que soit ils sont à l'école ou au travail. Peut-être aussi le moment de la journée où c'est fait, ça a une incidence. Alors, pour ce qui est du projet pilote, du moins à Bangladesh, on n'a pas de relation, de rapport avec le ministre de l'Éducation. Ces groupes adolescents ne sont pas forcément connectés avec une école. Donc, si on ne peut pas faire à l'école, on se demande où. On passe à plusieurs options. Par exemple, les adolescents pourraient nous aiguillonner vers d'autres adolescents qu'ils connaissent, entre autres. Mais on a décidé que, compte tenu de nos ressources disponibles, la meilleure façon de les rejoindre, c'est par la via des clubs qui sont créés dans les projets. Bon, on se demandait, par contre, comment les adolescentes participaient dans d'autres clubs, quelles informations ils ont déjà reçues. Donc, on a fait un échantillonnage des adolescents qu'on pouvait rejoindre via ces clubs. C'était un point d'accès. Pour ce qui est de participation valable, il y a quelques points, mais j'en ai mentionné seulement quelques-uns. Durant le sondage pour recueillir les données de base,
on ne pouvait pas parler à une adolescente mariée dans le cadre de son sondage dans les ménages. Donc, on avait des discussions en petits groupes avec eux pour entendre ce qu'ils avaient à dire. Et dans la préparation de données de base, on a élaboré des lignes directrices sur le recueil de données séropositifs. Bon, ce que les collecteurs de données doivent faire pour s'assurer que les espaces où ils recueillent ces données soient sécuritaires pour les adultes, pour les adolescents et tous les bénéficiaires. Par exemple, d'avoir des animateurs femelles dans les groupes de discussion femelles et mâles pour les groupes de discussion mâles, avoir des toilettes ségrégées, propres, et que les endroits donc soient sécuritaires dans l'ensemble pour retenir ces discussions. C'est comme ça qu'on voulait, de cette façon, on voulait vraiment encourager la consultation en fait véritable, la participation véritable pour qu'ils se sentent à l'aise pour participer à ces discussions. Le pire dans un groupe de discussion, c'est qu'une seule personne parle constamment et personne d'autre n'intervient. Donc, on a appliqué ces lignes directrices et la formation des recenseurs, des collecteurs, si vous voulez, d'informations pour adresser ces problèmes. Une autre chose pour ce qui est de participation véritable durant la mise en œuvre, les clubs, c'est un bon endroit pour faire ça. Les enfants, les jeunes apprennent beaucoup de choses par le biais de ces clubs. On veut combler cette lacune en termes d'informations concernant SSR. On met beaucoup d'accent sur les compétences en leadership, en prise de décision. Nous offrons de la formation où les adolescents et les adolescentes apprennent ce que cela signifie d'être un leader, ce qu'il faut pour être un leader, comment exercer son leadership et quand. Alors, tout ça, en fait, c'est de matière à réflexion aux adolescents pour peut-être se voir ou s'imaginer occuper un rôle auquel ils n'auraient pas pensé auparavant pour ce qui est de ces clubs. Donc, on essaie d'encourager la participation véritable dans ces clubs, mais aussi à l'extérieur de ces clubs. Au Mali, je parlais à mon collègue la semaine dernière là-bas, il dit qu'il y a plusieurs adolescentes qui s'adressent à leur recteur, directeur scolaire pour qu'ils organisent des séances sur l'information pour les naissances prématurées, parce qu'ils veulent se responsabiliser suite aux discussions qu'ils ont eues. Donc, c'est une façon d'encourager la participation véritable. C'est tout ce que je dirais, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Il reste environ 1 minute. Je vois 2 personnes au micro. Si vos questions sont très brèves, soyez bien à l'aise. Sinon, vous pouvez venir discuter avec nous après la séance. Bon, une question, en fait, auquel on réfléchira dans nos projets. Je travaille dans la ville de Québec. C'est CCSID. Bon, on est appliqué dans toutes sortes de projets. Il y en a qui vont, d'autres qui viennent. Je sais que vous n'aurez pas le temps de répondre vraiment, mais vous en avez parlé un peu. Comment, donc, engager dans la participation et la mise en œuvre et comment engager certains intervenants clés pour permettre cet environnement habilitant qui est nécessaire vraiment pour apporter des changements. Pouvez-vous en dire davantage un peu sur ce que vous faites pour ce qui est de responsabiliser les gens, développer la responsabilisation? C'est bien de concevoir tous ces outils, mais si les choses doivent changer, les gens doivent se responsabiliser, se sentir propriétaires d'une initiative. Sinon, ils ne seront pas motivés. Ni les adolescents, ni les institutions avec qui vous devez traiter. La question est vaste, je sais, mais ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous faites pour appuyer ou aider à fomenter ce sentiment de responsabilisation de la part des partenaires et des intervenants en général. Bon, il y a quelqu'un a 10 secondes pour répondre. Comme vous l'avez dit, on ne peut pas donner une longue réponse à ça dans les quelques secondes qui restent, mais juste pour donner une brève idée de ce qu'on fait pour stimuler cette responsabilisation sur le terrain. En Éthiopie, on a recours à l'engagement des hommes pour comprendre la question d'inégalité entre les sexes, qui est très pertinent pour ce qui est de la santé sexuelle et reproductive.
Récemment, j'étais en Éthiopie pour voir le programme et j'étais vraiment ému par la transformation découlant de cette participation des mâles. Discussion concernant et donc ils se sentent mutuellement responsables et d'entendre les témoignages des couples, en fait, l'épouse disait comment leurs maris ont été transformés au niveau de leur attitude, comment ils ont commencé à s'occuper de leurs enfants, les aider au niveau des tâches ménagères, et les témoignages des maris eux-mêmes, et les leaders confessionnels qui se sont responsabilisés aussi de toute cette transformation. Tout ça, c'est très émouvant. Personnellement, ce n'est qu'un début, je crois. Nous avons couvert 1100 ménages dans cette conversation. Et ça, c'est uniquement dans quelques villages. Donc, on veut porter ça au niveau supérieur, pas seulement en Éthiopie, mais on mène cette initiative dans 3 pays. Merci beaucoup. Je regrette de devoir vous interrompre. Donc, ce sont que quelques exemples sur la façon de fomenter la participation véritable. Vous êtes invité à venir discuter avec nous avec la séance. Merci de votre présentation, de votre participation, pardon. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Alors, une des frustrations, c'est de faire un appel à l'action alors qu'il n'y a pas d'action, comme Peter a dit dans la plénière. À ci et vous dire que tout ça c'est bien, mais que vous ne donnez pas de suite à ce que vous avez entendu. Dans la conférence, c'est une perte de temps. Alors, je vous mets un défi. Qu'est-ce que vous voulez faire suite à ce que vous avez appris aujourd'hui? Alors, en juillet, à Toronto, l'UNICEF convoque un sommet de 2 ans sur la communauté, santé des adolescents et les connaissances. Nous aimerons convoquer des gens qui ont les capacités et l'intérêt pour contribuer à ça. Venez me voir, donc, si c'est le cas par la suite, et vous pouvez continuer à discuter avec les panélistes pour tout le travail qu'ils font dans leur pays.